Au Mali, au moins 25 soldats de l'armée ont été tués lors d'intenses combats lundi et mardi pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués dans le centre du pays par des djihadistes. Les assaillants ont perdu 15 éléments. En Tunisie, Nabil Karoui reste en prison. La Cour d'appel de Tunis a rejeté une nouvelle demande de sa libération. Le candidat arrivé deuxième à l'issue du premier tour de la présidentielle ne fera donc pas campagne. Et puis en République démocratique du Congo, les ministres du nouveau gouvernement ont encore une semaine pour déclarer leur patrimoine. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a exhorté son équipe à le faire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, au moins 25 soldats de l'armée ont été tués lors d'intenses combats lundi et mardi pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués dans le centre du pays par des djihadistes. Selon un bilan du gouvernement malien, les assaillants ont eux-mêmes perdu 15 éléments. Les détails. Il s'agit d'un des coups les plus durs essuyés depuis des mois par l'armée malienne, mais aussi par la force des pays du G5 Sahel. Au moins 25 soldats maliens relevant de l'un des bataillons de la force du G5 Sahel ont été tués lors d'intenses combats lundi et mardi pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués dans le centre du pays par les djihadistes. Outre les soldats tués, 4 ont été blessés et évacués. Du côté des terroristes, au moins 15 personnes ont été tuées et 5 véhicules détruits par les frappes aériennes. À travers un communiqué, le gouvernement malien a indiqué qu'une 60aine de soldats maliens sont également portés disparus et l'armée a essuyé de lourdes pertes en matériel. Tout a commencé lundi lorsque des éléments appartenant au groupe djihadiste Ansarul Islam ont lancé une offensive contre le bataillon malien de la force G5 à Bolkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Au même moment, le détachement de l'armée malienne à Mondoro a été aussi attaqué. Mardi, de lourds moyens, y compris aériens et des forces spéciales, ont été engagés et l'armée malienne est parvenue à reprendre et conserver le contrôle des positions attaquées à Bolkessi et à Mondoro. Selon le gouvernement, les combats se sont poursuivis ce mercredi et une opération d'envergure des forces maliennes, mais aussi burkinabé appuyée par la force française Barkhane, a été initiée pour neutraliser les assaillants. Pendant ce temps, au Burkina Faso, élèves et enseignants ont repris les chemins de l'école. Mais durant les vacances, le village SOS d'enfants à Bobo-Dioulasso a mis à profit le temps pour occuper sainement ses pensionnaires. L'ONG a organisé un camp de vacances. Objectif, sensibiliser les élèves contre le terrorisme. Les détails à travers ce reportage de Claude Romba. Ce camp enfance SOS village d'enfants au profit des meilleurs élèves des villages SOS enfants de Bobo-Dioulasso a été une bonne occasion pour sensibiliser cette frange vulnérable au recrutement des terroristes. Pendant une semaine, les campeurs ont travaillé autour du terme jeunesse entreprenante face aux défis du terrorisme, question d'outiller les enfants face à la tentation. Nous savons que les groupes terroristes recrutent au sein des jeunes. Nous travaillons à prévenir et à prémunir nos jeunes contre ces recrutements. Et nous savons que ces jeunes qui ont participé à ce camp-là, dorénavant, nous savons qu'ils ont une carapace contre de telles démarches et qu'ils ne se laisseront jamais tenter par une telle aventure. Plusieurs activités ont meublé le camp et ont permis aux élèves, pendant une semaine, de mieux intégrer les risques liés aux activités terroristes. L'idée n'est pas dire qu'on va te proposer des sommes colossales et puis tu vas adhérer à leur groupe, alors que tu t'offres à un groupe vraiment des partisans de la terreur, contre toi-même, tes frères, contre toi-même, tes parents, contre toi-même, tes amis. C'est vraiment malsain. Ce cadre de sensibilisation qui participe à la lutte contre le terrorisme à la base est bien entendu salué par les autorités de la ville de Bobo-Dioulasso. Quand là, que nous, en tout cas au niveau du conseil municipal de Bobo-Dioulasso, nous allons en tout cas et à tout moment, quand le besoin se fera sentir, nous allons en tout cas accompagner cette activité. SOS Village d'enfants, pour rappel, est une association qui offre aux enfants les moins favorisés les moyens de construire et d'assurer eux-mêmes leur avenir.
En Tunisie, Nabil Karoui reste en prison. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Tunis qui a rejeté une nouvelle demande de sa libération. Le candidat arrivé deuxième à l'issue du premier tour de la présidentielle ne fera donc pas campagne, mais ses avocats ne comptent pas baisser les bras. La Cour d'appel de Tunis a rejeté ce mardi une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle Nabil Karoui, moins de 2 semaines avant le scrutin. Cette décision de la Cour intervient alors que la campagne du second tour doit démarrer sous peu, dès les résultats définitifs proclamés par l'instance chargée des élections et l'absence de Nabil Karoui pourrait peser lourd. Assurant que cette position était partagée par de nombreux Tunisiens, Atem Mliki, le porte-parole de l'homme d'affaires, a d'ailleurs réclamé que le scrutin soit suspendu tant que le candidat est en prison. Nabil Karoui et son frère Ghazi sont poursuivis dans le cadre d'une enquête entamée après le dépôt d'un dossier les concernant par l'ONG anticorruption tunisienne iWatch. Le juge d'instruction avait décidé en juillet le gel de leurs biens ainsi qu'une interdiction de quitter le territoire. Le candidat Nabil Karoui a néanmoins été validé par l'instance chargée d'organiser les élections et il a depuis fait campagne par l'intermédiaire de la chaîne de télévision qu'il a fondée, Nesma, et de son épouse, Salwa Smaoui. Par ailleurs, un débat télévisé inédit est prévu entre les deux hommes sous réserve qu'ils puissent tous les deux y participer. La télévision nationale s'est même dite prête à organiser le débat en prison si besoin. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a demandé à tous les membres du gouvernement de faire leur déclaration de patrimoine, un exercice qu'ils devraient faire dès leur entrée en fonction. Les membres du gouvernement congolais ont jusqu'au 6 octobre prochain pour déposer à la Cour constitutionnelle la liste de leurs patrimoines familiaux. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dans sa communication faite lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue le 27 septembre dernier à Kinshasa. Et pour montrer l'exemple, il s'est rendu ce lundi à la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de son patrimoine familial. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la haute juridiction la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations et autres valeurs, stipule la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement en son article 99. À cette date, celui qui n'aura pas fait la déclaration de patrimoine familial devra être poursuivi par la justice avec possibilité de perdre son mandat, explique un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui assure avoir recensé plusieurs personnes qui n'ont jamais fait de déclaration ni à l'entrée en fonction ni à la fin du mandat et qui n'ont jamais été inquiétés. En lisière des parcs du Gabon, la lutte contre le réchauffement climatique ne convainc pas. Dans le parc national d'Akonda, industriels et riverains comptent sur les forêts ainsi que les minerais qu'elles recouvrent pour vivre. Reportage. Alors que la Norvège a annoncé une semaine plus tôt d'accorder au Gabon un contrat d'une valeur de 150 millions de dollars pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre le réchauffement climatique ne provoque pas exactement l'enthousiasme des populations locales. Dans le parc national d'Ankada, industriels et riverains comptent sur les forêts ainsi que les minerais qu'elles recouvrent pour vivre. Voilà. Notre fierté, c'est aussi d'avoir un lopin de terre, pour pouvoir loger ses enfants, sa famille. Ça, c'est aussi une fierté pour nous. C'est vrai, la forêt, elle est là. Ok, on est d'accord. Mais après, notre fierté aussi, c'est de savoir se sécuriser, donc avoir un terrain, une maison, pour pouvoir protéger sa famille. C'est une forêt classée, donc il y a des textes qui fondent, n'est-ce pas, cette forêt. Voilà. Malheureusement pour nous, nous on n'a pas respecté ces textes. Une forêt classée, c'est un endroit où, on n'exploite pas le bois. On ne défriche pas la forêt pour faire les plantations. On n'y chasse pas. On ne fait pas de prélèvement un peu n'importe comment, voilà.
bon, on n'y vend pas les terrains. Voilà, bon, on a pratiquement fait tout le contraire. Voilà. Ce dilemme de la population et la volonté d'exploiter les forêts ainsi que les minerais qu'elles recouvrent pousse le gouvernement à un jeu d'équilibriste pour assurer à la fois les écologistes, les industriels et les populations. Activité au siège du Conseil économique et social au Bénin. Le président de l'institution a reçu en audience le président du Forum économique Italia Africa Business Week. Ce dernier était venu présenter le projet et profiter de l'occasion pour inviter les entrepreneurs béninois à prendre massivement part à l'édition 2019 de cette rencontre. Précisons qu'Italia Africa Business Week est le premier forum économique et commercial de la diaspora africaine en Italie. Je suis venu présenter le projet au président du Conseil économique et social du Bénin pour demander au Bénin de participer à cet événement assez important parce que je crois que la coopération italo-africaine est très importante par rapport au fait que le tissu économique et commercial italien est beaucoup voisin à celui africain parce que l'Italie c'est le pays des petites et moyennes entreprises, c'est des PME, des PMI et on sait très bien que nos pays ont une économie qui est liée aussi aux petites et moyennes entreprises. Donc on a pensé justement renforcer cette relation économique et commerciale entre l'Italie et ici le Bénin. Parce que je crois que le Bénin est un pays qui est en train de grandir, il y a une économie qui est en train de partir très fort, il y a un gouvernement qui a une vision de développement. Et je crois que l'Italie peut être un pays qui peut apporter beaucoup à tout ce qui est projet politique de développement du pays Bénin. Voilà. Il a été non seulement courtois, mais disponible. Il a dit qu'il va tout faire pour être là. Et s'il n'arrive pas à venir, il va sûrement organiser une délégation. Et avec le CONEP, ils vont travailler à organiser un groupe de travail qui va nous permettre de définir qui peut participer à cet événement. Donc je pense qu'on a sorti avec quelque chose de positif. Hors du continent africain et plus précisément aux États-Unis, le président Donald Trump a qualifié la procédure de destitution qui le menace de coup d'État. Ceci après avoir lancé des attaques tous azimuts contre l'opposition démocrate ces derniers jours. Les images. Il y a une semaine, les démocrates ont ouvert une enquête contre le milliardaire républicain en vue d'une destitution. Ils lui reprochent d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique il y a 2 mois, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour porter les couleurs démocrates en 2020. Assurant que son échange téléphonique estival avec Volodymyr Zelensky n'avait rien de répréhensible, le président Donald Trump, menacé par une procédure de destitution, a dénoncé ce mardi un coup d'État. J'en arrive à la conclusion que ce qui est en train de se passer est un coup d'État visant à prendre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, son 2e amendement de la Constitution, sa religion, son armée, son mur à la frontière et les droits qui lui ont été donnés par Dieu en tant que citoyen des États-Unis d'Amérique, a-t-il tempêté sur Twitter. Par ailleurs, Donald Trump veut connaître l'identité du lanceur d'alerte qu'il a accusé d'avoir sollicité l'ingérence de l'Ukraine dans l'élection de 2020. Mais plusieurs élus démocrates comme républicains l'ont mis en garde contre toute tentative de menace sur cette personne qui serait un analyste de la CIA. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.